Bonjour à tous, suite des commentaires sur le premier cours qui a eu lieu ce mercredi matin en présentiel sur l'intégration, juste pour avoir un support euh, de commentaires sur les notes que vous auriez pu prendre ou le document que vous pourriez vouloir consulter. Donc, dans la première partie de ces commentaires, j'ai défini, on est arrivé jusqu'à la définition de l'intégrale de a à b de f. Et alors, au niveau de la notation, qu'on ne soit pas surpris, on parle de l'expression f de t. On écrit le symbole intégral avec en bas la borne inférieure et en haut la borne supérieure. Là, on va de a à b. On indique comme ça, comme dans un symbole somme, euh, la borne de départ et la borne d'arrivée, le a et le b. On écrit f de t. On pourrait écrire simplement intégrale de f, mais on va écrire f de t pour pouvoir se permettre de mettre n'importe quelle expression. Et pour préciser qu'on intègre par rapport à la variable t, c'est-à-dire qu'on cherche une primitive de la fonction qui a t associée f de t, on note avec un petit d, on note dt. Donc on a dit pourquoi ça se notait comme ça, mais c'est plus pour la culture. Vous n'aurez pas pour l'instant l'utilisation euh, de l'interprétation vraiment mathématique de cette notation. Ce que vous pouvez retenir là, c'est qu'on parle de l'intégrale de f et que le dt est là pour signifier que c'est par rapport à la variable t. Donc ce qu'on cherche, c'est une primitive grand F de la fonction petit f. Et ce qu'on va faire au niveau notation, c'est qu'on va écrire l'expression grand F de t entre crochets. Et on va indiquer les deux bornes A et B en bas et en haut du crochet de droite. Et ça signifie juste grand F de B moins grand F de A. C'est une notation pour dire l'évaluation de grand F en B moins l'évaluation de grand F en A. Donc je fais un exemple au hasard avec la fonction sinus par exemple, dont une primitive est moins cosinus. On voit bien ce que signifie ici la notation le 0 et le pi en bas et en haut. Ça veut dire qu'on va évaluer moins cosinus en pi et moins cosinus en 0. On va faire la différence. Et ça nous donne, pour l'intégrale, la valeur de 2. Donc le dessin qui est à droite, c'est juste pour vérifier la cohérence de ce résultat. La fonction sinus entre 0 et pi, elle forme une arche dont le maximum culmine à une hauteur 1. Donc en fait, la courbe, elle est calée dans un rectangle de largeur pi, 14 à peu près, et de hauteur 1. Donc c'est logique de trouver un résultat inférieur à 3,14 fois 1, qui est l'aire du rectangle, que j'ai dessiné en bleu. C'est aussi logique de trouver un peu plus que la moitié de cette aire du rectangle, parce que j'ai tracé les diagonales là en bleu. Ce qu'il y a sous le triangle bleu, ce serait une aire qui aurait la moitié de l'aire du rectangle. Donc 3,14 divisé par 2, ça fait 1,67, 1,57 pardon. Et donc on a obtenu sous la courbe une aire de 2 qui est un peu supérieure, et effectivement la courbe représentative de sinus, elle dépasse un peu de ce triangle-là, donc c'est logique de trouver une aire légèrement supérieure à 1,57. Donc 2 paraît raisonnable, là c'est cohérent. Et donc je vous invite toujours, quand vous avez terminé le calcul d'une intégrale, à vérifier la cohérence de votre résultat, en tout cas si on a moyen de connaître une allure de la courbe, comprendre si on a des chances d'avoir une valeur plus grande ou plus petite que telle ou telle valeur. Le théorème fondamental qu'il y a derrière ça, donc en fait simplement derrière le taux d'accroissement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire si je dérive grand F de x moins grand F de 0 qui représente l'aire sous la courbe entre 0 et x, j'obtiens f de x. Ça s'appelle théorème fondamental de l'analyse. Donc si je définis la fonction qui a x associe l'intégrale de ce que vous voulez jusqu'à x de f de t par rapport à la variable de t, ben cette fonction-là, elle est dérivable, et sa dérivée, c'est précisément petit f. Et ça marche quel que soit le petit a qu'on a indiqué. C'est le calcul qui est fait en dessous. L'intégrale de petit a x de petit f de t dt, c'est grand f de x moins grand f de a, où grand f c'est une primitive
de petit f, et si je dérive ça, le grand F de A c'est une constante, ça va devenir 0. Attention, hein, c'est pas parce qu'il y a un grand F que quand on dérive ça devient un petit f. La grand F de A c'est une constante. Donc la dérivée de ça fait 0. Et il reste juste la dérivée de grand F de x et petit f de x. Voilà, donc c'est très facile de vérifier, une fois qu'on a défini l'intégrale comme au-dessus, vérifier que cette fonction-là, sa dérivée fait petit f. Et on peut être même plus précis, comme l'intégrale commence à a et va jusqu'à x, quand x égale a, ça donne une intégrale de a à a, donc ça donne f de a moins f de a, ça fait 0. Donc la fonction grand F que j'ai définie dans le théorème, c'est la primitive, pour le coup il y en a une seule, de petit f qui s'annule en a. Donc, précisément, grand F' égale petit f et grand F de a égale 0. Ça définit de manière unique cette. Voilà, donc ça ce sera un théorème qui sera extrêmement important parce que ça va nous permettre, par exemple, d'étudier des fonctions qui seraient définies par une intégrale avec des x dans les bornes. Ça nous permettra de les dériver correctement. On verra des exemples d'études de ça, mais ce théorème est vraiment à retenir. En fait, c'est, il est équivalent en fait à la définition qu'on a donnée au-dessus. On pourrait définir l'intégrale différemment, et alors la formule euh, avec la primitive résulterait de ce théorème. Donc voilà, c'est absolument fondamental de vraiment comprendre et retenir de manière conjointe la définition, donc la manière de calculer une intégrale, et le théorème fondamental qui dit que une intégrale de a à x, souvent ce sera de 0 à x, quand je dérive, ben, ça fait l'expression qu'il y a dans l'intégrale.